Bien, on se retrouve maintenant pour parler de quelque chose d'essentiel dans l'environnement Linux, essentiel dans tous les, surtout les systèmes d'exploitation, mais dans Linux en particulier, puisque souvent Linux est installé sur des serveurs. Donc les droits, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel de bien maîtriser pour éviter de faire des bêtises. Je dirais que de tout ce qu'on va voir en système d'exploitation cette année, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est peut-être la bonne maîtrise de la gestion des droits. On va commencer par parler des propriétaires des objets. Sous Linux, donc un objet du file system, donc c'est-à-dire un fichier ou un dossier, est la propriété de deux entités. La propriété d'un utilisateur, qu'on appelle le owner, et la propriété d'un groupe, donc groupe. Ces entités sont visibles quand on utilise la commande ls-l, donc le "-l pour avoir la version longue d'un ls, et que ça produit par exemple l'affichage que vous avez sous les yeux, l'utilisateur, le owner, donc c'est la partie verte, donc c'est le premier des deux noms qui figurent dans un ls-l après le paquet de lettres, qu'on va voir à quoi il correspond, et puis une deuxième colonne correspondant à un chiffre, un chiffre ou un nombre, ça vous verrez ça l'année prochaine. Donc la troisième et quatrième colonne sont réciproquement, pour la troisième, l'utilisateur, le owner, le propriétaire, et l'utilisateur propriétaire, et le groupe propriétaire. L'utilisateur propriétaire, c'est généralement celui qui a créé, l'utilisateur qui a créé le fichier, ou en tout cas le processus qui a créé le fichier. Donc quand un processus s'exécute, il s'exécute sous l'identité d'une personne. Quand vous tapez un ls, et bien votre processus ls s'exécute en tant que vous-même. Donc si ls ne crée pas de fichier, mais en imaginant par exemple vous tapez un vi, vi s'exécute en tant que sous votre identité, donc tous les fichiers que vi va créer, quand vous lancez vi, vont être votre propriété. Donc le propriétaire est généralement celui qui crée le fichier. Je fais un petit rappel sur ce que possède un utilisateur. Un utilisateur possède un nom qu'on appelle son login, un groupe principal, donc il appartient obligatoirement à un groupe qu'on appelle son groupe principal, et il peut appartenir à un ou plusieurs groupes secondaires. Il peut aussi ne pas appartenir à aucun groupe secondaire, mais en tout cas il a toujours un groupe principal. De ce fait, quand un fichier est créé par un utilisateur, eh bien le fichier se voit affecter le nom de l'utilisateur comme propriétaire du fichier et le nom du groupe principal de l'utilisateur comme groupe propriétaire du fichier. Petit rappel, pour connaître votre identité et votre groupe, votre appartenance aux différents groupes, vous pouvez utiliser la commande id ou id, et qui vous affiche donc votre user id, exemple là, user id 501, entre parenthèses il vous met votre nom, sous quel nom l'utilisateur 501 est connu, mais le système lui ne connaît l'utilisateur que par son numéro, le nom est juste une facilité on va dire. Le groupe ID, qu'on appelle le GID, guide, groupe ID, donc là, groupe ID 20, pareil, entre parenthèses, il y a le nom du groupe qui s'affiche, mais encore une fois, le système connaît un groupe par un numéro et non pas par un nom. Et ensuite, en troisième partie, donc de cette commande ID, vous avez les groups égales, alors ça peut être vide, et là, on a c'est pas des sous-groupes, c'est des groupes secondaires. Le groupe 25 et le groupe 12. Retenez bien cette commande ID, elle va nous être très utile quand on va expliquer comment on gère et comment on comprend, comment on doit analyser les droits sur des fichiers, sur des objets. On en reparle un petit peu plus loin. Quand un utilisateur modifie un fichier, ça n'impacte aucunement ni le propriétaire du fichier, ni le groupe propriétaire. Les entités propriétaires qui sont utilisateurs propriétaires et groupes propriétaires sont affectées à la création du fichier. Une fois que c'est affecté, ça ne bouge pas.
même si on vous modifie le fichier, en supposant que vous ayez les droits de modifier un fichier qui ne vous appartient pas. C'est tout à fait possible, on va voir sous quelles conditions un petit peu plus loin dans le CM. Si vous modifiez un fichier qui ne vous appartient pas, c'est pas pour autant qu'il va devenir votre propriété. Si vous avez le droit de le modifier, vous le modifiez, le propriétaire, utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire ne sont pas du tout impactés par le fait que vous modifiez le fichier, même si vous n'êtes pas le propriétaire du fichier. Mais il existe des commandes qui permettent de modifier le propriétaire d'un fichier, ou d'un objet. Quand je parle de fichier, il faut comprendre fichier et aussi dossier. On va voir un petit peu comment pour les dossiers, ça fonctionne globalement de la même manière, avec quelques petites subtilités, et on va les voir en détail. Sur la manière dont la commande qui permet de modifier donc les propriétaires, à la fois utilisateur propriétaire et groupe propriétaire, on va voir ces commandes-là un peu plus loin dans le CM. Parlons maintenant du groupe propriétaire. Je viens de parler de l'utilisateur propriétaire. Le groupe propriétaire est généralement le groupe principal de l'utilisateur qui a créé le fichier. Donc c'est le groupe principal qui est utilisé comme groupe propriétaire par défaut lors de la création d'un fichier par un utilisateur. Mais il faut savoir qu'un fichier peut appartenir à un groupe auquel l'utilisateur propriétaire n'appartient pas. C'est pas impossible. On va maintenant parler des droits. Donc on a parlé des propriétaires, donc l'utilisateur propriétaire, le groupe propriétaire. Maintenant on va parler des droits et on va voir que c'est intimement lié avec la notion d'utilisateur et de groupe propriétaire. Et on va parler de Hugo. Hugo, c'est un acronyme qui signifie User Group Other, et les droits sur un objet du file system sont définis justement par ce qu'on appelle donc Hugo, les droits User, Group et Other. Hugo définit les droits de trois manières. Il définit les droits de l'utilisateur propriétaire, donc du owner user, d'où le U pour user, donc c'est l'utilisateur propriétaire, donc les UGO, donc Hugo définit donc les droits de cet utilisateur propriétaire, va définir aussi les droits du groupe propriétaire, donc c'est le owner group, donc le G pour groupe de owner group, et les droits des autres, les others. Les autres, ce sont ceux qui ne sont ni propriétaires, donc ni l'utilisateur propriétaire, ni des utilisateurs qui seraient membres du groupe propriétaire. Donc si on n'est ni utilisateur propriétaire, ni membre du groupe propriétaire, eh bien on fait partie des autres. Et pour chacune de ces parties UGO, les droits sont définis par 3 lettres. Le R qui indique les droits concernant la lecture sur l'objet, donc R comme read. Le W qui donne les droits, qui nous donne les indications concernant les droits d'écriture, W comme write, d'écriture ou de modification sur l'objet, et le X qui donne les droits, une information sur les droits d'exécution, le X comme execute, les droits d'exécution sur l'objet. Attention, les notions de lecture, écriture et exécution varient en fonction de la nature de l'objet, c'est-à-dire en fonction, est-ce qu'on s'adresse à un fichier ou est-ce qu'on s'adresse à un dossier. On va en parler un petit peu plus loin. Les droits sont aussi visibles par la commande ls-l qu'on a vue précédemment pour lister l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire. Et bien quand on fait un ls-l, on a aussi les droits qui s'affichent, et c'est ce fameux paquet de lettres là, de 9 lettres, enfin il y a 10 lettres, mais la première lettre donc la toute première colonne indique la nature de l'objet. D pour directory pour un dossier et tiré pour un fichier simple. Donc la première lettre ne rentre pas dans les droits, ça donne juste la nature de l'objet. Et ensuite on a 3 paquets de 3 lettres. Et ces 3 paquets, ce sont les lettres qu'on appelle le read-write-x, RWX. Ils sont dans cet ordre-là, RWX. Et le premier paquet de 3 lettres correspond au droit de l'utilisateur, le deuxième paquet correspond au droit du groupe utilisateur, et le troisième paquet correspond aux autres, user, group, other. Quand un droit est placé à oui, la lettre apparaît à sa position.
Donc si le R apparaît à sa position, le R c'est le premier des trois lettres, R, W, X. Si le R apparaît, c'est que le read est positionné à oui. S'il n'apparaît pas, et qu'on a un tiret à la place, parce que soit on a la lettre, soit on a un tiret, si un tiret apparaît, ça veut dire que le droit est placé à non, qu'il n'y a pas le droit. Donc R pour read, W pour write et X pour execute. Prenons un exemple, j'ai fait un ls-l et j'obtiens cette ligne-ci avec mes 3 paquets. Donc je rappelle, la première lettre, on n'oublie pas de l'occulter, hein, on ne s'en préoccupe pas, ça concerne juste la nature de l'objet. Donc là on sait que l'objet en question, mission, c'est tout simplement un fichier. RW- ça signifie que l'utilisateur JBond a le droit de lire, parce que le R est positionné, a le droit d'écrire le fichier dans le fichier mission, puisque le W est positionné, mais il n'a pas le droit d'exécuter. Alors exécuter, pour un fichier, c'est tout simplement, on aurait le droit de faire un /mission, et il exécuterait la commande mission, sous-entendu que le fichier mission contienne du code exécutable. C'est d'ailleurs ce que vous faites quand vous exécutez, quand vous compilez en C, que vous faites un GCC, votre fichier .c-o, un fichier de destination, un fichier binaire, et que vous faites un /exo1 par exemple, et bien vous pouvez le faire parce que le X est positionné dans la partie user, donc de la partie partie verte là à l'écran, le X est positionné, ça signifie qu'on peut exécuter le fichier, ça veut dire qu'il contient du code exécutable. On va voir pour les dossiers à quoi ça correspond un peu plus loin. La deuxième partie, donc le groupe, donc en rose fuchsia. Les membres donc du groupe, donc la deuxième partie correspond les droits du groupe propriétaire. Et le groupe propriétaire ici c'est MI6, d'accord? JBond c'était l'utilisateur propriétaire, MI6 c'est le groupe propriétaire. Les membres du groupe MI6 ont droit de lire le fichier, puisque le R est positionné, mais c'est tout ce qu'ils ont le droit de faire. Ils n'ont pas le droit d'écrire dans le fichier parce que le W n'est pas positionné. Et ils n'ont pas le droit non plus d'exécuter puisque le X n'est pas positionné non plus. Et enfin, les autres, donc la partie jaune, les trois dernières lettres du groupe jaune, donc de Other, concernent les autres. Les autres, c'est qui? Ce sont tous les utilisateurs qui ne sont pas JBond, donc JBond est un utilisateur, donc c'est pas tous les utilisateurs qui ne sont pas JBond, et qui ne sont pas non plus membres du groupe MI6. Eh bien, ceux-là font partie des autres. Et ceux-là, dans notre exemple, n'ont rien le droit de faire, puisqu'en fait, le read, le write et le X ne sont pas présents, il y a des tirets à la place. Donc ils ne peuvent ni lire, ni écrire, ni exécuter le fichier mission. Les droits sont cumulatifs. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'exemple RW- on a le droit de lire et d'écrire, mais pas d'exécuter. Dans les droits -W-, on ne peut qu'écrire dedans, et dans les droits R-X, on peut lire et exécuter, mais on ne peut pas écrire. Donc on cumule l'ensemble des droits, enfin du paquet de 3 lettres, c'est à prendre intégralement, donc les différentes lettres, RW par exemple, c'est lire et écrire. Les droits requis. Alors les droits requis dépendent en fait de l'action qu'on souhaite faire sur l'objet. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur un objet. On peut par exemple vouloir lire lire un fichier, écrire dans un fichier sans lire. On peut vouloir lire et écrire dans un fichier, ou on peut vouloir aussi exécuter un fichier. Donc, en fonction de l'action qu'on veut faire, on va s'intéresser à certains droits et pas à d'autres. Par exemple, si je prends la commande more_fic. More, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, ça permet d'afficher un fichier de manière paginée. Eh bien, quand je tape more_fic, je vais avoir besoin de faire quoi? Est-ce que je vais avoir besoin d'écrire dedans? Non, j'ai besoin de lire mon fichier. Pas du tout d'écrire. Donc on va juste s'intéresser à la partie lecture. Il suffit juste que j'ai les droits de lecture sur mon fichier pour que more_fic fonctionne. Maintenant, si j'ai un echo OK supérieur à fic,
Bien, cette fois-ci, j'ai besoin d'écrire dans mon fichier parce que j'ai un supérieur fic, donc je vais avoir besoin d'écrire dans le fichier, sous-entendu que le fichier existe déjà. On verra un peu plus loin que s'il n'existe pas déjà, il y a des subtilités. On va voir ça un petit peu plus loin. On va supposer que le fichier fic existe, et si je fais un echo OK dans fic, j'ai besoin d'écrire dans le fichier fic, puisque je redirige mon echo OK dans fic, donc je vais avoir besoin d'écrire dedans. Mais par contre, j'ai pas besoin de lire. J'écris dans mon fichier, j'ai pas besoin de lire dedans. Maintenant, si je fais un cat fic supérieur à fic2, je vais donc avoir besoin de lire dans mon fichier fic, puisque je fais un cat sur mon fichier fic, et je vais avoir besoin d'écrire dans le fichier fic2, puisque je viens concaténer à la fin du fichier fic2, je viens rajouter des choses dans fic2. Donc j'ai besoin de lire dans fic et d'écrire sur fic2. Et maintenant, si je fais un rm fic, de quoi j'ai besoin? Je vous laisse chercher. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous se disent j'ai besoin d'avoir les droits d'écrire sur fic, des droits d'écriture sur fic. Je donne pas la réponse tout de suite. Si je pose la question, c'est qu'il y a un piège et que la réponse n'est pas celle qu'on croit. On y revient un petit peu plus tard. Alors comment tout ceci fonctionne? Pour accorder ou refuser un accès à un objet, qu'il soit fichier ou dossier, le système va avoir besoin de connaître deux choses. Il va avoir besoin d'abord de connaître qui veut accéder à l'objet, et deuxième chose, qui est quelle est l'action que cet utilisateur veut faire. Est-ce qu'il veut lire? Est-ce qu'il veut écrire? Est-ce qu'il veut exécuter? Voilà, quelle action il veut faire sur cet objet. Et en fonction de la réponse à la première question, qui veut accéder à l'objet, eh bien le système va nous autoriser ou pas l'action en question qu'on veut opérer sur notre objet. Je reviens sur Hugo pour faire un rappel sur le fait que les droits sont répartis en trois groupes. User, groupe et other. User, ce sont les droits de l'utilisateur propriétaire. Groupe, ce sont les droits des utilisateurs qui appartiennent au groupe propriétaire. Et other, eh bien, ce sont les droits de tous ceux qui n'appartiennent, qui ne sont ni dans user ni dans groupe, qui ne sont ni propriétaires du fichier, ni membres du groupe propriétaire du fichier. Donc des utilisateurs qui ne sont pas dans les deux premières situations, dans les deux premiers cas. Comment savoir quel droit s'applique à un utilisateur donné? Eh bien, pour trouver les droits, ça se fait en deux questions, mais deux questions maximum. La question numéro 1 qu'on va se poser, c'est est-ce que l'utilisateur, donc je rappelle, on a un utilisateur qui s'adresse au système pour faire une action sur un objet. Et le système, pour pouvoir déterminer les droits, savoir s'il autorise ou pas l'action que l'utilisateur veut faire, eh bien, il va regarder est-ce que l'utilisateur, celui qui veut faire l'action, attention, hein, c'est bien l'utilisateur, c'est pas le propriétaire de l'objet, c'est l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur qui veut faire l'action, est-ce que c'est la même personne, est-ce que c'est le même utilisateur que celui qui est propriétaire de l'objet, qu'il soit fichier ou dossier? Si c'est la même personne, si c'est le même utilisateur, alors les droits qui vont s'appliquer, ce sont ceux qui sont dans la partie U de Hugo. Peu importe ce que les droits groupe et other indiquent comme information. Ce sont les droits indiqués par U, user, qui vont être analysés par l'OS pour savoir est-ce qu'il vous donne ou pas, est-ce qu'il donne ou pas le droit de faire l'action en question. Si maintenant l'utilisateur donc n'est pas propriétaire de l'objet, on va se poser la question, le système va se poser la deuxième et dernière question, est-ce que l'utilisateur est membre du groupe propriétaire de l'objet? Donc est-ce qu'il fait partie, alors que ce soit son groupe principal ou que ce soit un groupe secondaire, c'est peu importe. Est-ce que l'utilisateur est membre du groupe qui est propriétaire de l'objet? Si la réponse est oui, à ce moment-là, les droits qui sont appliqués sont ceux qui sont spécifiés dans la partie G, dans la partie groupe des droits sur l'objet. Peu importe ce que les droits sur other peuvent indiquer.
Si je mets cette phrase-là, c'est parce qu'elle a son importance, on va en reparler un tout petit peu plus loin. Donc, si l'utilisateur n'est pas propriétaire, s'il est par contre membre du groupe propriétaire, à ce moment-là, les droits qui s'appliquent à l'utilisateur sont ceux spécifiés par G, par groupe. Et le système va donc analyser ces droits-là pour savoir est-ce qu'il autorise ou pas l'action que l'utilisateur veut faire sur l'objet. Sinon, si on n'est pas dans les deux premiers cas précédents, ça veut dire qu'on est arrivé sur le troisième cas, c'est que l'utilisateur n'est ni le propriétaire, ni membre du groupe propriétaire de l'objet. Et dans ce cas-là, les droits qui s'appliquent à notre utilisateur pour faire l'action, eh bien ce sont les droits qui sont indiqués dans la partie other, dans la partie O, le troisième paquet de lettres, dans les droits sur notre objet. Donc ça c'est règle d'or, c'est facile, vous notez ça dans un coin, voilà comment on détermine les droits qui s'appliquent à un utilisateur. On regarde qui est l'utilisateur, et en fonction, s'il est propriétaire, on regarde les droits sur U, s'il n'est pas propriétaire mais qu'il est dans le groupe, qui fait partie du groupe propriétaire, qu'il est membre du groupe propriétaire, on regarde les droits dans G, et si l'utilisateur n'est ni dans le premier cas ni dans le deuxième cas, on prend les droits sur other, les droits de autre. Mais que se passe-t-il si un utilisateur est à la fois le propriétaire et membre du groupe propriétaire et que les droits U et G sont en contradiction? Si je prends un exemple, j'ai JBond qui est membre du groupe MI6. Et un ls-z me montre que le fichier mission, eh bien JBond a le droit de lecture et d'écriture en tant que JBond sur le fichier, mais en tant que membre du groupe MI6, il n'a que des droits de lecture, il n'a pas de droit d'écriture. Eh bien, dans ce cas-là, ce sont les droits qui sont dans user, dans le U, qui priment, d'accord? Parce que on va dans le sens UGO. Si on est dans le cas U, c'est-à-dire que le fichier appartient à JBond, eh bien on ne se préoccupe pas du reste. Même si il fait partie de MI6 et que en tant que membre de MI6, les droits pour le groupe propriétaire sont plus restrictifs, on s'en fout. Il a les droits d'abord de U avant d'avoir les droits de G. Et bien évidemment, il fait pas partie de O. Donc, il faut se rappeler que la réponse, on s'appuie toujours sur la règle des deux questions pour déterminer quels sont les droits qui s'appliquent. U en premier, G en deuxième et other en troisième. Donc ici, je répète, notre fichier, JBond obtient les droits de lecture-écriture, puisqu'il obtient les droits par U avant d'avoir les droits par G, et encore moins par O. Alors, petit exercice maintenant. On va s'intéresser à un groupe d'étudiants, groupe étu, avec dans ce groupe on a Pauline, Amir, Alexa. Dans le groupe enseignant, on va avoir Cécime, Jeki et Alexa. Et on considère que ces utilisateurs, donc Pauline, Amir, Alexa, Cécime et Jeki, on ne considère que ces utilisateurs et que ces deux groupes étu et enseignant. Étu et ens. Je fais un petit ls-l et voilà ce que ça m'affiche. Question concernant le fichier fic1, qui peut lire le fichier et qui ne peut pas lire le contenu du fichier? Je vous laisse mettre en pause et réfléchir et on se retrouve après pour apporter la réponse. Bien, donc qui peut lire le fichier? Eh bien, Pauline va pouvoir lire le fichier puisque Pauline est propriétaire du fichier fic1 et que quand je regarde le groupe U, les lettres, les droits sur U, donc U user, c'est-à-dire l'utilisateur propriétaire, on voit qu'il y a un RW, donc Pauline a le droit de lire son fichier. Ensuite, on va s'intéresser au groupe propriétaire. Le groupe propriétaire, c'est étu. Il y a qui dans étu? Il y a Pauline encore. Bon, ben, Pauline c'est bien, on a déjà traité le cas Pauline, donc c'est pas la peine de s'en préoccuper. On va s'intéresser à Amir et à Alexa. Ces deux autres utilisateurs ont donc les droits en violet, en rose fuchsia, RW aussi, donc les droits de lire sont donnés aussi au groupe utilisateur, au groupe étudiant, pardon. Et ensuite, il nous reste Cécime et Jiki qui ne sont pas ni propriétaires, ni groupe étudiant, qui sont dans le groupe enseignant.
qui est pas du tout propriétaire, ni enfin qui est pas membre, ce groupe n'est pas membre, ce groupe n'est pas groupe propriétaire du fichier. Donc pour ces deux autres personnes, Cécime et Jeki, c'est les droits Other qui s'appliquent, et dans les droits Other, il y a aussi le R qui est présent. Donc finalement, tout le monde a le droit de lire, et on aurait pu le dire assez rapidement qu'il y avait personne qui n'avait pas le droit de lire, puisque user, groupe et Other, on voit que le R est présent dans les trois parties. Donc on aurait pu dire tout de suite, effectivement, mais je voulais un petit peu détailler les choses. Concernant FIC1, toujours, on va s'intéresser à l'écriture. Qui peut écrire, c'est-à-dire par exemple, qui peut faire un echo OK supérieur à FIC1, qui peut aller écrire OK dans FIC1, et qui ne peut pas le faire. Je vous laisse mettre en pause et réfléchir, on se retrouve pour la solution. Alors, qui peut écrire? Donc sur ce fichier FIC1, on va s'intéresser donc aux trois groupes. Donc pour pouvoir écrire, il faut avoir la lettre W de présente. Donc on voit que la lettre W concernant FIC1, elle est présente pour le propriétaire, elle est présente pour le groupe propriétaire, et elle n'est pas présente pour les Other. Donc finalement, qui va pouvoir y écrire dans ce fichier? Eh bien, le propriétaire et les membres du groupe propriétaire. Le propriétaire, c'est Pauline, et les membres du groupe propriétaire, ce sont les membres du groupe étudiant. Et dans étudiant, on a Pauline encore, Amir et Alexa. Donc finalement, Pauline, Amir et Alexa peuvent écrire dans le fichier FIC1. Tous les autres font partie des Other, ne peuvent pas écrire dedans, puisque le W n'est pas actif, n'est pas affiché dans la partie Other. Donc toutes les autres personnes n'ont pas le droit d'écrire dans ce fichier. Donc les autres personnes sont qui? Ce sont ceux qui sont ni Pauline, ni ni membres du groupe études, donc qui sont membres du groupe enseignant, à savoir Cécime, Jeki et Alexa. Eh bien non, pas Alexa. Alexa figure dans le groupe étudiant qui est groupe propriétaire. Donc en fait, même si Alexa figure aussi dans le groupe enseignant, c'est-à-dire dans les autres, elle figure d'abord dans le groupe études. Donc on ne s'intéresse pas à Other pour elle, on s'intéresse uniquement au groupe études. Donc on lui a bien donné le droit d'écrire grâce à son appartenance au groupe études, qui est le groupe propriétaire du fichier FIC1. Passons au fichier FIC2. Qui peut écrire? Alors on va plus s'intéresser au lire, on va juste s'intéresser au écrire. Qui peut donc écrire dans ce fichier FIC2? Pour pouvoir y écrire, il faut avoir le W qui est actif, donc il faut avoir le W de présent. Et sur cette ligne FIC2, on se rend compte que le W est présent pour qui? Il est présent pour user, et il n'est pas présent pour groupe ni Other. Donc ça veut dire que finalement, celui qui peut écrire dedans, alors je me rends compte que j'ai oublié de vous proposer une petite pause pour réfléchir. Allez, je vous proposerai la pause pour l'exercice suivant. Le propriétaire, c'est Pauline toujours de ce FIC2, donc Pauline va avoir le droit d'écrire dans ce fichier. Et finalement, c'est la seule à pouvoir écrire dedans, parce que les membres du groupe enseignant, qui est donc le groupe propriétaire, à savoir Cécime, Jeki et Alexa, n'ont pas le droit d'écrire, ils n'ont le droit que de lire. Et les Other, tous ceux qui ne sont ni Pauline ni membres du groupe enseignant, n'ont pas le droit non plus d'écrire. Donc finalement, il n'y a que Pauline qui peut écrire dedans, tous les autres, personne ne peut écrire dans ce fichier FIC2. Concernant FIC3, qui peut y écrire, c'est-à-dire qui peut faire un echo OK supérieur à FIC3, et qui ne peut pas y écrire. Cette fois-ci, je vous laisse en pause, faire une pause et réfléchir. Bien, alors on va voir la réponse. Donc pour pouvoir écrire dans FIC3, il faut avoir le droit, avoir un W d'activer dans FIC3. Qui a un W d'activé de présent dans FIC3? User. User a un W, le groupe, non. Par contre, les Other, ils ont un W. Ça veut dire donc que le propriétaire, qui se trouve être Amir, va pouvoir écrire dans le fichier. Les membres du groupe propriétaire, c'est-à-dire les membres de études, qui sont Pauline, Amir encore et Alexa, mais Amir est propriétaire, donc on ne s'intéresse plus du tout à Amir. Pauline et Alexa figurent parmi les membres du groupe propriétaire,
mais le W n'est pas actif. Ça veut dire que ces deux personnes-là, donc Pauline et Alexa, ne vont pas avoir le droit d'écrire dans ce fichier. Et par contre, tous les autres, tous ceux qui sont ni Amir, ni Pauline, ni Alexa, eh bien, vont pouvoir écrire dans le fichier FIG3 parce qu'ils vont faire partie des autres. Donc, Pauline et Alexa, Cécime et Jeki vont aussi pouvoir écrire dans ce fichier puisqu'ils font partie des autres. Question qui se pose avec Alexa, puisque Alexa fait finalement partie du groupe études et du groupe enseignant, par le groupe, comme tout à l'heure, hein, par le groupe enseignant, elle figure parmi les membres du groupe propriétaire, donc qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'écrire dans le fichier. Même si elle figure aussi parmi études, qui donne finalement le droit d'écrire, c'est quand même le groupe propriétaire qui prime. Donc ce sont les droits, concernant Alexa en particulier, ce sont les droits du groupe, puisqu'elle figure parmi le groupe propriétaire. Donc le groupe propriétaire dit, enfin les droits sur le groupe propriétaire nous disent pas le droit d'écrire. Donc Alexa n'aura pas le droit d'écrire, ni donc Pauline, qui fait partie aussi du groupe Pauline fait partie du groupe études. Pauline fait partie du groupe études, donc qui n'a pas le droit d'écrire dedans non plus. Cécime et Jeki, eux, par contre, ont le droit, on l'a déjà dit avant, parce qu'ils font partie des autres. Alors, ça peut paraître bizarre de se dire, mais finalement, on donne des droits d'écriture au monde entier, et puis ça pourrait être pire, on pourrait très bien avoir le user qui n'ait pas le droit d'écrire non plus, les membres du groupe propriétaire pas le droit non plus, et les users qui auraient le droit d'écrire. Ça peut paraître contradictoire, c'est pas interdit. C'est pas interdit de dire que finalement, le monde entier a le droit d'écrire dans mon fichier, mais le propriétaire et les membres du groupe propriétaire n'ont pas le droit. Même si c'est bizarre, c'est pas impossible, c'est pas interdit. C'est un usage un peu particulier, un peu bizarre, on est d'accord. Dernière considération concernant le FIG3, qui peut ouvrir le FIG3 dans Nano et le modifier. Je vous mettez en pause et vous réfléchissez. Qu'est-ce que ça nécessite de pouvoir ouvrir le fichier dans Nano et de le modifier sur FIG3 ? Ça va nécessiter, si on veut l'ouvrir dans Nano, de pouvoir le lire. Et si on veut pouvoir le modifier, ça nécessite de pouvoir l'écrire. Donc finalement, si on veut mener à bien cette action d'ouvrir dans Nano et de le modifier, il faut les deux, parce que si on a le droit de lecture, on va pouvoir l'ouvrir dans Nano. Mais si on n'a pas le droit d'écriture, on pourra l'ouvrir dans Nano, mais on ne pourra pas le modifier, c'est-à-dire sauvegarder notre modification. Donc c'est l'ensemble des deux actions qu'il faut pouvoir faire. Eh bien, quand le système va analyser, forcément avec Nano, dans un premier temps, il va s'intéresser juste qu'à la lecture du fichier, c'est-à-dire qu'il va autoriser Nano à ouvrir le fichier. Même si Nano veut le modifier, à un instant T, le système ne va pas savoir que un peu plus tard, dans le temps, Nano va vouloir sauvegarder le fichier. Donc l'action, en fait, il y a deux actions que Nano va faire. Une première action qui est de lire le fichier, donc le système va lui donner une autorisation, ou pas. S'il ne lui donne pas l'autorisation, on s'arrête là. S'il donne l'autorisation, il charge le fichier dans Nano. Et au moment où on va vouloir sauvegarder, il va retenter une nouvelle action, et là il va demander au système d'écrire dans le fichier. Et le système va autoriser ou pas l'écriture dans le fichier. Donc nous, ce qu'on veut, on va considérer l'action dans sa globalité, de dire on veut pouvoir ouvrir, charger un fichier dans Nano, et pouvoir ensuite le modifier et le sauvegarder. Sous-entendu le sauvegarder. Le modifier, c'est sous-entendu aussi sauvegarder le résultat. Ça nécessite donc des droits de lecture et d'écriture. Et qui a des droits ? Cet ensemble des deux droits, lecture et écriture, finalement il n'y a que Amir, propriétaire du fichier FIG3, qui possède l'intégralité des droits, lecture et écriture. Les membres du groupe étudiant ont un bout des droits, la partie lecture, c'est-à-dire que si un membre étudiant, à savoir Pauline ou Alexa, fait un Nano sur notre fichier 3, dans un premier temps ça va fonctionner, ils vont lire le fichier. Elles vont lire le fichier. Mais au moment de sauvegarder, elles ne pourront pas le sauvegarder. Par contre, Cécime et Jeki, ces deux-là ne pourront pas aller bien loin, puisqu'ils ont les droits d'écriture dans le fichier, mais avant de pouvoir écrire dans le fichier, Nano va nécessiter une lecture dans le fichier,
sinon il n'ira pas plus loin, il va dire je peux pas ouvrir le fichier. Donc on sera coincé tout de suite, même si ces deux utilisateurs, Cecim et Jeki, ont le droit d'écrire dans le fichier. Pour Nano, il va falloir passer par une phase d'abord de lecture du fichier, bien évidemment. Parlons maintenant des dossiers. Les dossiers sont des objets donc, du file system, comme le sont les fichiers. Les propriétaires, donc utilisateurs et groupes, utilisateurs propriétaires et groupes propriétaires, et les droits donc qui sont associés, sont traités de la même manière, indifféremment sur les fichiers et sur les dossiers. On retrouve les mêmes droits, on retrouve la même notion d'utilisateur propriétaire et la même notion de groupe propriétaire. Mais les droits ont une signification légèrement différente pour les dossiers, et on va voir ça en détail. Pour comprendre, et c'est hyper important de retenir ça, parce que sur les dossiers, c'est un petit peu particulier, et si on ne fait pas cette analogie que je vais faire là, on peut avoir un petit peu de mal à bien comprendre comment fonctionnent les droits sur les dossiers. Ça peut être un petit peu déroutant. Pour comprendre les différences et comment fonctionnent les droits sur les dossiers, il ne faut pas voir un dossier comme un conteneur de fichiers ou d'autres objets. Il faut le voir dans votre esprit, forcez-vous à voir un dossier comme une sorte de catalogue d'autres objets. C'est comme si on avait un document texte, et dans ce document texte, on écrit la liste des objets qui sont contenus dans le dossier. Donc il faut voir le dossier comme une sorte de catalogue, une sorte de fichier listing, si on veut. Voilà. Essayez de penser à ça à chaque fois concernant les droits sur les dossiers. Essayez de revenir sur cette idée, cette analogie, de dire mon dossier, je dois absolument le voir comme une liste, comme un fichier liste, comme un fichier qui contiendrait la liste de son contenu. Voilà, c'est comme si on avait une boîte, c'est le dossier, mais en fait on s'intéresse sur la boîte à une étiquette qui serait sur la boîte et qui listerait tout le contenu de la boîte. Si vous partez de cette analogie, vous allez mieux appréhender les droits sur les dossiers. Faites-moi confiance, si vous faites ça, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de bien comprendre les droits. Donc, règle d'or, pour comprendre la signification des read-write-x sur un dossier, on doit considérer le dossier comme un fichier qui contient une liste d'objets, les objets qui sont dans le dossier. Donc pensez à ça, pensez à la boîte, c'est mon dossier qui contient des choses, et vous avez une étiquette dessus, et puis dessus, il y a un listing avec tout son contenu. C'est ce listing-là, c'est à ce listing-là qu'on va se référer quand on va parler des droits. Les droits read-write-x sont toujours les droits UGO, 3 groupes, et la signification, donc là maintenant on parle des dossiers, la signification, pour un fichier, le R c'était le droit de lire le fichier, pour un dossier, et là je vais parler de catalogue pour vous aider, de listing, de catalogue pour vous aider à bien comprendre ça, eh bien le droit R c'est tout simplement le droit de lire le catalogue, donc le droit de faire un ls sur le dossier, mais attention, sans être dans le dossier. Là on fait un ls, moi si je veux lister le contenu de ma boîte, ben, je vais regarder le listing qui est collé sur ma boîte. Donc c'est ça le droit R, le droit de lire ce listing qui est collé sur la boîte. W c'est quoi? W pour un fichier, c'est le droit d'écrire dans le fichier. W pour un dossier, c'est le droit de, attention, modifier le catalogue. C'est-à-dire, modifier le catalogue, c'est quoi? C'est modifier, c'est créer, renommer ou supprimer un objet contenu dans le dossier. C'est-à-dire, je vais modifier mon listing. Créer, je vais rajouter à mon listing, je vais rajouter un nouvel élément à la liste. Je vais écrire, voilà, je vais faire un petit tiret, puis je vais écrire le nom d'un nouveau fichier que je rajoute dans ma boîte. Donc c'est ça, en fait. Le droit d'écrire dans le dossier, c'est le droit de rajouter un nouvel élément à mon catalogue. Renommer, c'est tout simplement, avec ma gomme, je gomme et je mets un autre nom à la place. Je renomme
mon objet. C'est ça, je change l'intitulé dans mon listing. Vous voyez que pour l'instant, on n'a pas du tout parlé des objets eux-mêmes, des droits sur les objets. On parle juste des droits sur mon listing, sur mon fichier liste, mon catalogue. Et supprimer, c'est le droit de supprimer du catalogue quelque chose qui est dans le catalogue, un coup de gomme, et je n'ai plus l'objet dans mon listing. Donc, sur un dossier, voyez ça donc comme un catalogue sur lequel on va pouvoir appliquer des modifications, ajouter un élément dans le catalogue, renommer un élément dans le catalogue, supprimer un élément dans le catalogue. Donc un élément, c'est un objet qui est contenu dans le dossier. Et ça, même si on n'a pas de droit de modification sur l'objet lui-même. C'est ça qui est hyper important. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai posé la question, RM FIC, qu'est-ce que je dois avoir comme droit sur mon fichier FIC? Je vous ai mis en pause, et là, dans votre tête, je vous ai dit, je vous donne pas la solution tout de suite, elle n'est pas aussi évidente qu'il y paraît, et je pense que tout le monde a plongé dedans, à dire, il faut que j'ai des droits d'écriture sur mon objet. Non, je n'ai pas besoin d'avoir des droits d'écriture. J'ai besoin d'avoir des droits d'écriture sur le dossier qui contient mon objet. Si je veux supprimer un fichier, il me suffit d'avoir les droits d'écriture sur mon dossier, pas sur l'objet lui-même. Si ça peut vous aider à comprendre, imaginez que vous ayez dans une armoire un coffre. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas la clé sur ce coffre. Un petit coffre, une petite boîte de fer avec une clé dessus. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. Donc le droit de l'ouvrir, c'est le droit de voir son contenu, c'est-à-dire d'écrire dedans. Vous n'avez pas le droit ni de lire, ni d'écrire, de rajouter des choses dans votre petite boîte. Est-ce que vous pensez que vous avez le droit de prendre votre boîte dans votre armoire et de la mettre à la poubelle? La réponse est oui. Même si vous n'avez pas des droits ni de lecture ni d'écriture sur votre boîte, c'est-à-dire le droit d'ouvrir votre boîte finalement, pour voir son contenu, on suppose que la boîte c'est un fichier. Vous n'avez pas le droit de lire ni d'écrire dans ce fichier. Et pourtant, vous pouvez prendre votre boîte et la mettre à la poubelle. Même si vous n'avez pas des droits d'accès à cette boîte-là. Ce qu'il vous faut comme droit, c'est le droit d'ouvrir l'armoire. Donc le droit d'écrire, de modifier le contenu de l'armoire. Donc là, je prends sur une étagère, je prends ma boîte, je la mets à la poubelle. Ça, c'est ça, avoir le droit de modifier mon armoire. Mon armoire, c'est mon dossier. J'ai le droit d'altérer le catalogue, le contenu de mon armoire. Donc j'ai le droit de supprimer un fichier. Supprimer un fichier, c'est juste avoir le droit d'altérer la liste de ce qui se trouve dans mon armoire. Donc j'altère la liste en virant la boîte et en la mettant à la poubelle. C'est une analogie, mais vous voyez cette analogie, je pense que vous la comprenez sur quelque chose de physique, de quelque chose de concret que vous pouvez manipuler. Eh bien, en système et sous Linux, ça marche de la même manière. Donc, pour pouvoir la partie W, donc sur un dossier, c'est le droit de modifier le catalogue du dossier. Retenez ce point essentiel dans la compréhension des droits sur les dossiers. Attention, pour pouvoir ce faire, il faut aussi avoir des droits X, et on va voir les droits X juste derrière, mais il faut avoir un droit X aussi sur le dossier. Sinon, on ne pourra pas modifier le catalogue. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que pour pouvoir modifier le catalogue, quand je vous ai dit le catalogue, il est dans le il est collé sur la boîte. Finalement, oui, il est collé sur la boîte, mais on va dire sur la face interne de ma boîte. C'est-à-dire que il faut quand même que je puisse rentrer dans ma boîte pour voir le catalogue. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le catalogue, il est pas collé à l'extérieur de la boîte, il est collé à l'intérieur de la boîte. Donc il faut que je puisse rentrer dans ma boîte, dans mon dossier. C'est donc le X, troisième élément, le droit de rentrer dans un dossier ou le droit de traverser le dossier, c'est-à-dire le droit d'utiliser son nom dans un chemin. Voilà, si je fais un CD/A/B/C, pour pouvoir accéder à C, il faut bien que je rentre dans B, pour pouvoir accéder à B, il faut bien que je rentre dans A. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai besoin d'avoir un droit X sur A et sur B pour pouvoir me rendre dans C. D'accord ? C'est le droit de traverser. Donc ce X là qui signifie exécutable pour un fichier, il signifie... Évidemment, exécutable, ça ne signifie rien pour un dossier, ça signifie le droit de rentrer dans le dossier ou de faire figurer le dossier dans un chemin. Donc pour avoir les droits W, il faut aussi qu'on ait le X de positionner, sinon ça ne fonctionne pas.
Donc, reprenez bien cette diapo 38, elle est essentielle dans la compréhension des droits. UGO, c'est essentiel, et concernant les dossiers en particulier, c'est de bien comprendre cette notion-là des droits particuliers qui sont très proches de ceux d'un fichier, à condition qu'on voit un dossier comme un fichier un peu spécial, un catalogue. Alors, prenons quelques exemples. Si je fais un more tp1/exo1.c, quel droit je dois avoir sur tp1 et quel droit je dois avoir sur exo1.c? Je vous propose de mettre en pause et de réfléchir. Eh bien, pour pouvoir faire un more tp1/exo1.c, on a dit que pour que on puisse utiliser un dossier sur un chemin, il faut qu'on ait un droit X sur ce dossier-là, un droit de le traverser. Et bien pour accéder à exo1.c, il va bien falloir que je traverse tp1.c, le dossier tp1. Alors je vais le traverser, et je vais pas rentrer et ressortir, puisque je vais m'arrêter finalement dans le dossier, mais le fait d'être dans le dossier, c'est traverser sa frontière, on va dire. Donc il me faut, sur TP1, un droit de traverser, un droit X, pour pouvoir accéder à exo1.c, et sur exo1.c, vu que je fais un more, que je vais afficher le contenu, eh bien je dois avoir un droit de read, uniquement un droit de read, j'ai rien besoin d'avoir plus que ça. Si j'ai plus, c'est bien, j'ai plus, mais je dois au moins avoir un droit read dessus. Et vous allez vous poser la question, mais pourquoi je n'ai pas besoin d'avoir un droit read sur TP1? Eh bien, est-ce que à un moment donné dans more tp1/exo1.c, est-ce qu'à un moment donné, on demande au système de nous faire le catalogue de TP1? Est-ce qu'on a besoin d'accéder au catalogue de TP1? On n'a pas besoin. Puisqu'on spécifie exo1.c, on dit tout de suite ce qu'on veut obtenir. On n'a pas besoin d'aller consulter le catalogue de TP1. Donc, je dois avoir le droit de traverser, mais je n'ai pas besoin d'avoir un droit de lecture. Qu'est-ce que ça peut signifier, si je reprends une analogie du monde concret? Eh bien, on pourrait dire que le read, c'est la lumière. Et le fait de ne pas avoir de lumière, eh bien, ça ne vous empêche pas de rentrer dans la pièce, et vous savez très bien ce que vous voulez accéder, c'est exo1.c. Vous savez où il est. Eh bien, vous y allez directement, sans avoir besoin de lumière, vous savez à quoi vous voulez accéder, exo1.c. Vous allez directement au fichier exo1.c pour accéder à ce fichier-là. Donc, on n'a pas besoin de, entre guillemets, de lumière, de read, pour accéder à notre objet, parce qu'on connaît déjà son nom. Donc, on y accède directement. Exemple suivant, cp tp1/étoile.c espace tp2/. Donc je vais copier tous les fichiers étoile.c, tous les fichiers .c qui se trouvent dans tp1, et je vais les copier dans un dossier qui s'appelle tp2. Alors bien évidemment, on suppose que ces dossiers et ces fichiers existent, qu'il y a un certain nombre de fichiers étoile.c dans un dossier tp1 qui existe, et que tp2 est un dossier qui existe. Quels sont les droits dont j'ai besoin sur TP1, sur les objets étoile.c et sur TP2? On met en pause et je vous laisse réfléchir. Les droits sur TP1. Comme tout à l'heure, je vais avoir besoin de rentrer dans TP1 pour accéder à mes fichiers. Donc, à partir du moment où TP1 figure dans la ligne de commande, il y a un chemin, j'ai besoin d'un X obligatoirement pour traverser la frontière de TP1. Je vais avoir besoin je fais une copie des fichiers étoile.c, donc je vais avoir besoin de lire mes fichiers étoile.c. Mais je ne dis pas exo1.c, je fais étoile.c. Et là, étoile.c, eh bien, je ne dis pas explicitement les fichiers .c, je les connais pas. Je m'adresse en fait au catalogue en disant, est-ce que tu peux me dire, enfin je demande au système, est-ce que tu peux me dire dans le catalogue de TP1, quels sont les fichiers étoile.c qui existent? Et là, pour ce faire, eh ben, j'ai besoin de lire le catalogue, puisque j'ai besoin de repérer les fichiers .c dans le catalogue. Donc là, contrairement à tout à l'heure où je n'avais pas besoin, je pouvais y aller à tâtons, je pouvais y aller dans la nuit sans allumer de lumière. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé d'allumer la lumière, je suis obligé d'avoir un read sur mon TP1 pour voir le catalogue de TP1 et identifier la liste des fichiers .c. Alors, quand j'ai dit « je », c'est pas moi qui le fais, c'est le système. Mais le système le fait sous mon identité, puisque c'est moi qui lance la commande. Donc, le système, lui, on pourrait dire, il a accès à tout. Mais oui, mais il va avoir accès à tout sous mon identité, puisque c'est moi qui lance la commande CP. Donc, ça veut dire que moi, qui demande à accéder à la liste, le catalogue de TP1, je dois avoir
un accès en lecture sur TP1. Donc j'ai besoin d'avoir le droit de traverser, un X, le droit de lire TP1, donc j'ai X et R sur TP1, puisque je vais devoir accéder à la liste des fichiers qui correspondent à l'étoile.c. Ensuite, je dois avoir, sur tous les fichiers .c en question, je dois avoir des droits de lecture sur ces fichiers-là, puisque je vais les copier. Donc il faut que je puisse les lire. Et, troisième chose, je dois avoir le droit de traverser TP2, parce que je vais déposer des copies des fichiers .c dans TP2. Donc forcément, je vais être obligé de rentrer dans la boîte TP2 pour pouvoir aller écrire dans le catalogue mes nouveaux fichiers, qui sont créés, parce que c'est un CP, c'est pas un move, c'est un CP. Donc je dois avoir le droit de traverser et cette fois-ci d'écrire. Mais j'ai pas besoin de lire, le catalogue de TP2 parce que j'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a déjà dans TP2. Je vais écrire des nouveaux fichiers. Donc je n'ai juste besoin d'avoir un droit d'écriture, de traverser et d'écriture sur mon TP2. On va s'intéresser maintenant aux commandes de changement de propriétaire et de droit. Le changement de propriétaire, il y a deux propriétaires, je rappelle, on a l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire. Et il y a donc deux commandes qui permettent l'une et l'autre de changer soit l'utilisateur propriétaire, soit le groupe propriétaire. L'utilisateur propriétaire, on le change avec un chown, donc chown ou shown, comme vous voulez, on dit en principe chown, pour change owner user ou user owner, donc c'est le own de owner, enfin pour l'utilisateur en tout cas. Donc ça va être chown, le nouveau nom du propriétaire, et une liste d'objets qu'on souhaite affecter. Le chgrp, change group ou chgroup, c'est chown et chgroup, en général c'est comme ça qu'on les appelle, c'est le change owner group, donc on va changer le groupe propriétaire. Pareil, chgroup, le nom du nouveau propriétaire et une liste d'objets à impacter. Pour changer l'utilisateur propriétaire, il n'y a que root qui est capable de changer l'utilisateur propriétaire. Donc vous êtes propriétaire de vos fichiers, mais vous ne pouvez pas donner la propriété à quelqu'un d'autre. Il n'y a que vous qui êtes propriétaire. Vous ne pouvez pas donner votre propriété à quelqu'un d'autre. Il n'y a que root qui va être capable de vous changer, vous, en un autre utilisateur comme utilisateur propriétaire. Pour changer le groupe, il faut avoir les droits suffisants, c'est-à-dire il faut être dans l'une des situations suivantes. Soit on est root, là on a le droit de tout faire, soit on est l'utilisateur propriétaire, et on est membre du nouveau groupe propriétaire, c'est important. On n'a pas besoin d'être membre de l'ancien groupe propriétaire. Si on est membre du nouveau groupe propriétaire, et qu'on est bien entendu le propriétaire, eh bien on peut changer le groupe propriétaire. Par contre, un membre du groupe propriétaire, qui n'est pas l'utilisateur propriétaire, donc si je ne suis pas l'utilisateur propriétaire d'un fichier, mais que je suis membre du groupe propriétaire, je ne peux pas changer le groupe propriétaire d'un objet. Il n'y a que l'utilisateur propriétaire. Alors si évidemment je suis membre du groupe propriétaire et aussi l'utilisateur propriétaire, bien évidemment, là on revient dans le premier cas où je suis l'utilisateur propriétaire. Donc seul l'utilisateur propriétaire peut changer un groupe propriétaire. Un membre du groupe propriétaire qui n'est pas utilisateur propriétaire ne peut pas le faire. Pour changer les droits maintenant sur un objet, on utilise la commande chmod ou chmod, donc chmod, en général c'est comme ça qu'on l'appelle, change file access mode, changement du mode d'accès. Donc le mode d'accès, ce sont tout simplement les trois paquets de 3 lettres qui identifient les droits sur un objet. Il existe plusieurs syntaxes pour la commande chmod et on va les voir. Donc premièrement, l'ajout de droits avec le symbole plus. Exemple, chmod plus R permet d'ajouter les droits de lecture aux 3 paquets, user, group et other. Donc chmod plus R, on ajoute des droits de lecture à tout le monde. Enfin à tout le monde, oui à tout le monde finalement, puisque on ajoute des droits de lecture à l'utilisateur propriétaire, au groupe propriétaire et aux autres. Si on se fait un chmod U plus W, à ce moment-là, on ajoute les droits ici d'écriture, parce que c'est un W, mais à la partie user uniquement. Les autres ne sont pas touchés. chmod UG
plus X, et ben là on va ajouter les droits d'exécution ou de traversée pour le cas d'un dossier. Donc on va ajouter ce droit-là à la partie utilisateur et à la partie groupe. Suppression d'un droit avec un moins. Donc plus, vous avez compris, c'est pour ajouter, moins, c'est pour supprimer des droits. Exemple, chmod -rw permet de supprimer les droits de lecture et d'écriture. Alors là, vous voyez qu'on peut les combiner, tous les deux, lecture et écriture, à tout le monde. Voilà, il n'y a plus personne, ni l'utilisateur, ni les membres du groupe, ni les autres, n'ont de droit de lecture et écriture. Alors peu importe ce qu'il y avait comme droit, il se peut très bien que le W n'était pas affecté, par exemple pour les Other, c'est pas grave, le fait qu'on fasse un moins RW, ça ne pose pas de problème, même si les droits n'étaient pas affectés, bah, ils sont retirés, ils sont pas retirés parce qu'ils n'y étaient pas présents, mais on aboutit à la suppression, en tout cas, de tout ce qui était placé à oui, parmi le R et le W. Le tiret, hein, le tiret c'est un moins, c'est pas le tiret des RWX, hein, c'est pas le petit tiret qu'on a, c'est vraiment pour dire moins, c'est en premier caractère. Chmod O-W, on supprime le droit d'écriture à Other. Le remplacement maintenant, au lieu d'avoir un plus ou un moins, on a un égal pour dire, bah voilà, c'est exactement ce que je veux. Chmod U égale RX, ça signifie que le user, l'utilisateur, les droits de l'utilisateur propriétaire a maintenant uniquement des droits de lecture et d'exécution, ou de traverser un dossier pour le cas des dossiers, peu importe ce que les droits étaient placés avant. Donc en fait, ça revient à dire, parce que si on fait un plus RX, on rajoute les droits R et X. Mais si le W est placé, bah, le W reste placé. Alors que si on fait un égal RX, si le W est placé, bah, le W, maintenant, il n'est plus placé. Il n'y a que le R et le X. Autre exemple, je fais un chmod O égale rien du tout, eh bien ça supprime tous les droits à Other. On pourrait mettre O moins read-write-x, on pourrait supprimer comme ça. Mais on peut aussi affecter directement en disant O égale rien du tout, pour pour supprimer tout droit à un groupe, là le groupe des autres. Il est possible de faire des modifications multiples en une seule commande, et en les séparant avec des virgules, ou en les groupant. Exemple, chmod U égale RWX, virgule O égale R. Donc ça veut dire que sur notre objet, je vais affecter read-write-x pour les users, et uniquement read pour Other. Par contre, pour le groupe, on touche à rien. Chmod UG plus W, virgule O moins W. Et on va rajouter à user et groupe, on va rajouter les droits de modification, et on va les ôter pour les autres, pour Other. Enfin, il y a une autre syntaxe qu'on trouve assez souvent et que je vous déconseille d'utiliser. On n'a pas... Dans un premier temps, les utilisez pas, parce que si vous maîtrisez pas bien cette écriture-là, vous allez faire des bêtises. C'est la syntaxe octale, c'est-à-dire en fait on fait un chmod et au lieu d'utiliser des lettres, on va utiliser une valeur numérique qui va représenter les droits, l'intégralité des droits, c'est-à-dire pour les trois paquets, les trois paquets de read-write-x, et ensuite les objets qu'on veut affecter. Le R vaut 4, le W vaut 2 et le X vaut 1. Et on additionne les valeurs. C'est-à-dire que si, au lieu de faire un chmod U égale read-write-x, virgule G égale read-x, virgule O égale read sur fic, eh bien, donc là, vous voyez qu'on va placer tous les droits pour user, on va placer des droits de lecture et d'exécution sur groupe, et juste des droits de lecture sur fic, pour les autres sur fic. Eh bien, ça revient, on peut l'écrire chmod 7, 5, 4 sur fic. Pourquoi 7 ? Parce que 7, c'est read-write-x, c'est 4 plus 2 plus 1. D'accord ? Le R vaut 4, le W vaut 2 et le X vaut 1. Donc, read-write-x, c'est 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Read-x, c'est 5 parce que c'est 4 plus 1. Et read tout court, c'est 4. Donc ça revient à faire, si on fait un chmod 7, 5, 4 sur fic, eh bien on place les droits read-write-x pour user, read-x pour groupe et read pour Other. Donc vous voyez que ça, il faut le maîtriser un petit peu, donc je vous conseille je vous le donne parce que vous le verrez force fatalement, mais faites attention avec ces droits en octal, on peut vite faire des bêtises si on maîtrise pas bien la chose. Pour terminer, je vais parler des ACL.
Les ACL, les droits Unix historiques, qu'on appelle aussi POSIX 1, c'est UGO. Mais ces droits-là, ils ont ce qu'on appelle une granularité qui ne permet pas d'avoir une très grande souplesse. Donc, c'est-à-dire que on peut pas sortir des sentiers battus. C'est impossible, par exemple, de donner des droits spécifiques à un sous-ensemble d'un groupe propriétaire. C'est le groupe propriétaire intégralement, ou pas. C'est forcément un groupe propriétaire. Mais on ne peut pas dire, dans ce groupe propriétaire, j'ai 10 personnes, finalement, il y en a 2 auxquelles je ne souhaiterais pas donner les droits que je donne aux 8 autres. Par exemple. Et je peux pas non plus dire que je veux donner des droits à certains utilisateurs parmi le groupe autre. Voilà, de dire j'ai fixé mon utilisateur propriétaire, j'ai fixé mon groupe propriétaire, et ensuite les autres, c'est le reste du monde. Et je peux pas parmi ces autres dire ponctuellement sur 2 utilisateurs, je vais leur donner des droits un petit peu plus larges. Bon, ça on peut pas le faire avec Hugo, vous voyez bien que ça ne rentre pas dans le cadre. Les droits POSIX 1 héritent donc d'une époque où les utilisateurs ils étaient pas nombreux déjà, et puis même les systèmes n'étaient pas, il n'y avait pas des millions d'ordinateurs dans le monde, et les machines la plupart du temps n'étaient pas interconnectées, ou elles étaient interconnectées mais entre très très peu de machines. Bref, souvent on faisait quand même une confiance assez grande dans ces différents systèmes interconnectés, entre les gens qui pouvaient se connecter sur ces systèmes-là. Et le fait de classer l'utilisateur dans user, groupe et other, finalement, on arrivait à gérer notre affaire avec ça. Donc on a un utilisateur qui est propriétaire, un groupe propriétaire, et puis le reste, c'est tout le reste du monde. Les ACL, qui signifie Access Control List, permettent de répondre au besoin de définir des droits de façon plus fine, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de pouvoir définir des droits particuliers pour un petit groupe d'utilisateurs ou un sous-groupe d'utilisateurs. Donc on a conçu une surcouche aux droits POSIX 1, qu'on appelle les ACL. Les droits POSIX 1 sont des droits natifs de Linux, et les ACL sont des droits optionnels. Donc on a les droits Hugo, les droits POSIX 1, on les a sur tout système Linux, et on peut avoir, il n'y a pas une obligation, on peut aussi avoir les ACL sur certains systèmes. Pour utiliser les commandes ACL, on va avoir besoin de vérifier 2 choses. On va avoir besoin déjà de vérifier est-ce que le noyau intègre la gestion des ACL, et deuxième chose, est-ce que le système de fichiers qu'on utilise, celui sur lequel on stocke nos fichiers, est-ce qu'il est compatible avec les ACL. Pour le noyau, c'est facile, il suffit de lancer la commande grep ACL. Donc grep espace ACL, on va chercher le mot-clé ACL dans le fichier /boot/config- et vous mettrez derrière la version de votre noyau, d'accord, un numéro de version du noyau. C'est facile, il suffit d'aller voir sur le système, vous faites un ls /boot/config- étoile, et puis vous allez voir qu'il y a un fichier qui va se présenter, c'est donc qui contient un numéro derrière, et bien c'est votre version de noyau. Donc faites un grep espace ACL espace /boot/config- votre numéro de version, et vous avez une liste de file system avec leur compatibilité qui va s'afficher. Donc tous les file systems que le noyau est capable de supporter vont s'afficher, et derrière chaque ligne, vous aurez en bout un y égale y pour yes et un y égale n pour no. Pour tous les file systems que votre OS est capable de supporter. Exemple, config ext4, donc ext4, RiserFS et JFS sont des types de file system. Donc, et ext4 est très courant. Et donc si vous avez un Y à la fin de la ligne, c'est que le système votre noyau est capable de gérer les ACL, et qu'en plus, il est capable de les gérer pour tous ceux qui ont un Y, c'est-à-dire les file systems de type ext4 et les file systems de type RiserFS. Par contre, JFS, il est anneau, il n'est pas capable de gérer les ACL sur des file systems de type JFS. Ensuite, on va utiliser la commande cat espace /etc /fstab. Fstab contient la liste des file systems qui sont montés sur votre machine. Et vous allez repérer la ligne qui correspond à l'endroit où vous voulez gérer au file system sur lequel vous voulez gérer des ACL, où vous voulez faire un usage des ACL.
Donc notre file system root, c'est celui qui correspond à slash, donc vous allez avoir le slash qui va apparaître, vous voyez à quel endroit en vert, et en rose fuchsia, vous avez le type de file system ext4. Donc on a vu dans la commande précédente que ext4 était supporté, les ACL étaient supportés par notre noyau pour ext4, donc ça veut dire que comme notre file system qui est monté sur slash, donc la racine de notre file system est un type ext4, eh bien notre file system racine, donc qui part de la racine, eh bien est compatible avec les ACL. Je peux utiliser donc les commandes ACL sur ce file system. Lecture des droits. Alors pour accéder aux ACL d'un objet, on va utiliser la commande getFACL. D'accord? Donc c'est le get file access control list. Donc on va récupérer la liste des ACL concernant un objet. Donc la syntaxe c'est get FACL sur un objet ou un fichier ou un dossier, donc un objet. Exemple de ce que ça peut afficher. Les fonctions ACL savent gérer les droits POSIX. Donc vous aurez au moins le minimum syndical que vous allez avoir, c'est déjà les droits POSIX1, c'est-à-dire les droits Hugo. Donc j'ai fait à droite un ls-l de FIC et à gauche j'ai un getFSL de FIC. Et on voit, je vous ai mis en couleur, la correspondance. Donc on va bien avoir donc le nom du fichier, file FIC. On va avoir le owner, donc root, le groupe owner, root aussi, donc même s'ils portent le même nom, s'il y en a un c'est le nom de l'utilisateur, l'autre c'est le nom du groupe. Et ensuite on va avoir user, : Alors vous voyez qu'il y a : il y a un champ vide à cet endroit-là, on va voir juste après qu'est-ce qu'on peut trouver à cet endroit-là. Mais pour les droits POSIX1, ça va être vide à cet endroit-là, et on a RW tiré. Et c'est ce qu'on retrouve dans le ls-l, on a bien le RW tiré pour le user. Groupe, ensuite on aura : R-, on a bien le R-, dans le ls-l, et other, : R-, on a bien le R-, dans le ls-l aussi. Donc ça c'est un exemple où il n'y a pas d'ACL en fait de placé, puisqu'on retrouve les droits POSIX1, les droits Hugo, et que ces droits-là. Par rapport à l'exemple suivant, getFACL sur FIC2, où là on retrouve toujours nos droits Hugo, user group other, mais on a une ligne supplémentaire, user : gkey : rwx. Alors on voit que le user : il a rw tiré, donc l'utilisateur propriétaire a un droit de lecture et d'écriture, mais pas d'exécution sur ce fichier-là. Par contre, l'utilisateur gkey, eh bien, il a un droit à lui tout seul, il a un droit spécial, c'est-à-dire qu'il a le R, le W et il a le X en plus, donc c'est un droit personnalisé. Et le other, l'utilisateur gkey n'est pas propriétaire du fichier, on voit bien que c'est root le propriétaire. L'utilisateur gkey n'est pas membre du groupe propriétaire, alors ça vous le savez pas, mais je vous dis, l'utilisateur gkey n'est pas membre du groupe propriétaire, donc finalement, cet utilisateur gkey, il fait partie des autres, et les autres, ils ont quoi? Ils ont le droit de lecture, et c'est tout. Mais comme avec les ACL, on lui a placé à cet utilisateur gkey, on lui a placé des droits spéciaux rien que pour lui, et finalement, même s'il fait partie des autres, pour ce fichier-là, il aura des droits particuliers de read, write, x. Et même pour la petite histoire, il a même plus de droits que tous les autres utilisateurs du système. C'est temporaire ces droits-là, enfin c'est temporaire, l'utilisateur propriétaire a toujours les droits de modifier ses propres droits puisqu'il est propriétaire. Donc même si l'utilisateur gkey a plus de droits que l'utilisateur root qui est propriétaire, bien évidemment avec un chmod, l'utilisateur root peut se donner les droits tout de suite et obtenir autant de droits. Donc c'est pas des droits très très il devient pas plus important que root par ces droits-là. Mais ponctuellement, tels que les droits sont placés là, en tout cas, l'utilisateur propriétaire a moins de droits que l'utilisateur individuel, enfin l'utilisateur particulier, gkey, auquel on a donné un read-write-x. L'affectation des droits maintenant. Donc là, on a vu la lecture des droits, l'affectation des droits ACL à un objet. On utilise la commande setFACL, set file access control list, et la syntaxe c'est setFACL, l'action qu'on veut faire, les droits qu'on veut affecter et
un ou plusieurs objets qu'on veut cibler. Les droits sont toujours spécifiés à l'aide de RWX, toujours, comme avec chmod, ça marche de la même manière. Et ils sont préfixés d'un U de point quand on s'adresse à un utilisateur, un G de point quand on s'adresse à un groupe, à la partie groupe, et un O de point quand on s'adresse à la partie other. Exemple, set facl, alors l'action qu'on veut faire c'est -m, modify, -m, on veut modifier quoi? Eh ben, un utilisateur qui s'appelle gkey, on veut lui affecter les droits read-write-x sur FIC. Donc l'utilisateur gkey va maintenant obtenir des droits de read, write et x sur le fichier FIC. L'utilisateur ou le groupe peuvent être donnés soit par leur nom, soit par leur ID. Exemple 2, set facl-x-x pour supprimer. User, donc U de point gkey, virgule G de point ans, FIC. Donc on va supprimer les ACL. Alors là, on joue même pas sur les droits read-write-x, on supprime carrément tous les ACL de l'utilisateur gkey et du groupe enseignant qui pourrait être présent sur le fichier FIC. S'il n'y a pas d'ACL particulier sur le groupe enseignant, par exemple, bah, ça fera rien du tout. Mais en tout cas, tous les groupes qui pourraient y avoir, tous les droits qui pourraient y avoir, tous les ACL qui pourraient y avoir concernant le groupe enseignant, eh bien, avec cette action-là, vont être supprimés. Pareil pour l'utilisateur gkey. Les autres droits pour les autres utilisateurs, les autres utilisateurs et les autres groupes restent inchangés avec cette action. On ne s'intéresse qu'à l'utilisateur gkey et au groupe enseignant. Quand un objet a des droits étendus, des droits ACL, quand on fait un ls.zel de FIC, on va voir apparaître un plus à la suite des trois triplés Hugo. On va voir un petit plus s'afficher pour indiquer qu'il y a des ACL qui ont été placés sur cet objet. Donc à ce moment-là, pour les avoir, on fait un get facl sur FIC pour avoir le détail des ACL. Conservation des droits. Quand on fait un déplacement d'objet, les droits sont toujours conservés. Que ce soit les droits POSIX ou les droits ACL, les droits sont toujours conservés. Donc si je fais un move exo1.c dans .src/, donc je vais remonter mon fichier exo1.c au niveau du dessus dans un dossier SRC, eh bien je vais transporter avec moi aussi les droits qui sont associés à ce fichier exo1.c, les droits POSIX1 et les droits ACL. Quand on fait une copie d'un objet, par contre, les droits peuvent être conservés, c'est pas une obligation. Si je fais juste un copie de mon fichier exo1.c dans .src, là je fais une copie, bête et méchante, pas le tiret A, je suis sur le deuxième exemple, eh bien le fichier va être copié, mais les droits vont pas être conservés. Ça va être comme une création d'un nouveau fichier, et les droits vont être affectés, on parle des droits, hein, pas des propriétaires, on parle juste des droits. Eh bien les droits par défaut vont être affectés. Maintenant si je fais un cp-a, comme archive, pour archiver, eh bien il va préserver les droits à la fois Hugo et ACL en faisant un cp-a exo1.c dans .src, on va dupliquer notre fichier et on va en même temps conserver les droits tels qu'ils sont sur exo1.c. Attention, déplacer ou copier avec -a des objets d'un système de fichiers avec des ACL à un système de fichiers qui n'a pas d'ACL va nous faire perdre les ACL. Les droits Hugo sont conservés, mais les droits ACL ne sont transportés que si le système de fichiers sur lequel se trouve la destination, alors si on est sur le même file system, ça pose pas de problème, mais si on déplace ça sur un autre file system, un deuxième disque dur par exemple, qui n'a pas par exemple les ACL d'activer, eh bien on va perdre les droits ACL, on ne gardera que les droits Hugo. FAT16 et FAT32, alors là ça supporte pas du tout les ACL, donc on va perdre les droits lors d'un transfert de fichiers sur une clé USB. Et en plus les droits Hugo n'existent pas non plus. On a des droits de lecture, écriture, exécution, je suis même pas sûr, mais en tout cas on n'a pas la notion de UGO. Donc quand vous copiez des fichiers sur une clé USB, en FAT16 ou FAT32, bah, au passage, vous ne gardez que les droits de l'utilisateur. Groupe et other, on oublie, c'est perdu. Donc si vous transférez ça sur un autre système par une clé USB, eh bien vous allez récupérer qu'un sous-ensemble des droits que vous aviez. C'est pour ça que les clés
USB, attention, travaillez pas sur... Ah oui, j'ai oublié de préciser, ne travaillez pas, maintenant qu'on accède, maintenant qu'on commence à travailler sur les droits sur les fichiers, surtout par pitié, ne travaillez pas sur des clés USB. Vous allez avoir des grosses surprises si vous travaillez sur les clés USB. Les droits, vous allez perdre des droits au passage. Donc voilà, ça termine ce CM sur les droits sur les objets Linux. Les droits sur les autres systèmes de fichiers fonctionnent de manière assez proche. Hein. Les ACL, c'est des trucs qu'on trouve aussi sous Windows. C'est un CM essentiel. Pourquoi ? Parce que mal comprendre et mal maîtriser les droits, ça signifie potentiellement créer des failles de sécurité quand vous allez travailler sur vos machines. Alors, quand on est sur une machine personnelle, c'est pas trop grave. Quand on va travailler sur un serveur, c'est un peu différent, surtout s'il y a plein de personnes qui se connectent sur le serveur. Donc c'est essentiel de bien maîtriser les droits. Donc reprenez les différentes parties UGO, ReadWriteX, que ça signifie pour des fichiers, pour des dossiers, et pour les dossiers, pensez à cette histoire de catalogue, qu'un dossier est égal à un catalogue et que les droits sur s'appliquent, enfin sur les objets, pour avoir le droit de manipuler des objets dans un dossier, il faut s'intéresser aux droits sur le catalogue, sur le dossier lui-même. Donc ça c'est un piège dans lequel nombre d'étudiants tombent tous les ans, et c'est sûr d'avance, je sais que certains vont tomber dans le piège. Alors, essayez d'y penser à ce que je viens de dire là. Allez, on est bon. Arrêtez l'enregistrement. Créer un nouveau document. Ok. Ensuite, ici, j'interromps. Où je vais trouver ici.